un gars de Shawinigan qui est pas mal toujours resté là, jeune. Et un jour, mon père a eu quand même quelques bons moves dans sa vie en ce qui me concerne. Un jour, il m'a dit, écoute, ça te tenterait-tu d'aller étudier un an à l'étranger? Tu sais, moi, j'avais 16 ans. Tu sais, je prenais pas trop ma place. J'étais, tu sais, grand, timide, je jouais au basketball. Il y a pas mal juste ça qui m'intéressait. Puis j'ai dit, ben oui. Puis il dit, OK. Puis il y avait une organisation qui s'appelait AFS International qui envoyait des jeunes étudier un an à l'étranger. Puis ben, j'ai rempli les papiers. J'avais assez bonnes notes à l'école. Donc, on m'a demandé 3 pays à choisir où j'aimerais aller. Alors, j'ai choisi l'Espagne pour apprendre l'espagnol. J'ai choisi ensuite le Portugal pour apprendre l'espagnol. J'avais 16 ans. Je ne savais pas, moi. Et j'ai les Barbades pour passer un été dans le sud, passer une année dans le sud et pas avoir de neige et tout ça. Et on m'a donné mon deuxième choix, le Portugal. Alors, c'était fantastique. Je me suis acheté des trucs en espagnol et j'ai commencé à l'apprendre. Puis, c'est ça. Quand je suis arrivé là, je me suis dit, ah, ben non, ben oui, c'est ça. Ah, il parle portugais. Ah bon? Ah bon? Et c'est ce voyage-là qui m'a sauvé la vie dans le sens où qui a fait de moi le gars que je suis aujourd'hui. Ça a été ma seconde naissance, mon point de départ. C'est pour ça que le Portugal demeure quelque chose d'essentiel dans mon existence. J'étais de Shawinigan, j'ai vécu à Lisbonne. Et là, la culture, la langue, la mythologie qu'il y a autour de ça, mon Dieu, vivre dans une ville historique de culture qui sent le poisson, j'étais complètement ailleurs et je pense que, sincèrement, ce voyage-là est le début de mon intérêt pour tout, pour l'autre, pour les histoires, pour la mythologie, pour leur façon de concevoir le monde, pour les autres façons de concevoir le monde. Et ça a culminé à l'université jusqu'à mes études en théâtre, où ce qui me plaisait énormément, c'était les œuvres grecques anciennes, Échille, Aristophane, c'est étonnant pour Sophocle, un jeune garçon. Sophocle, tout ça, parce qu'ils racontaient leurs contes et leurs histoires dans les pièces de théâtre, dans les tragédies. Tu sais. Ça, j'aimais ça au bout. J'adorais ça. Puis je pense que ça... Vous les aviez découvertes au Portugal, ces pièces grecques? Non, quand j'ai étudié ensuite en théâtre à l'université ensuite. Mais j'avais déjà tout l'intérêt qui venait des grandes histoires, des grands explorateurs, de Christophe Colomb qui est parti à Sagres, puis qui est parti, et de toute la mythologie autour des Templiers qui est là, parce qu'il y a Aubidouche qui est une ville de Templiers, puis je suis tombé dans un autre monde. En 2003, vous changez de carrière, vous abandonnez l'enseignement et vous commencez à écrire Amos Tarragon. Comment ça s'est passé, ça? J'avais publié 3 pièces de théâtre, 3 romans qui avaient connu un succès d'estime. Ça veut dire que les journaux en parlent, la télévision en parle, la radio en parle, mais qu'il n'y a personne qui les achète. C'est ça que ça veut dire, un succès d'estime. Et à ce moment-là, j'étais chez un éditeur qui était dans un avion entre la France et la Roumanie, puis qui a vu une petite fille qui lisait un livre sur la mythologie. Il s'est dit, mon Dieu, qui pourrait m'écrire une série mythologique, fantastique, médiévale. Brian. Je l'ai rencontré le 19 janvier 2002. Il m'a passé le contrat. Et j'ai écrit 3 livres en un an, en prenant un congé sabbatique au cégep, où j'enseignais. Puis après ça, je suis retourné travailler. T'sais. Les livres sont sortis un an après. Puis c'est ça, je suis retourné travailler. Puis c'est sorti en mars 2003. Puis ensuite, 6 mois après, l'éditeur m'a appelé. Il en avait fait... Tu sais, moi, j'étais un gars qui n'a jamais vendu plus que 1000 copies de ses livres. J'ai fait 3 romans puis 3 pièces de théâtre. Là. Fait que 1000 copies, mais tous ensemble, vraiment. Là. Et l'éditeur en avait fait faire 10 000 du tome 1 à 99 cents pour lancer la série, 10 000 du tome 1 à prix régulier, 10 000 du tome 2 et 10 000 du tome 3. Ça fait 40 000 livres. 40 000. Moi, j'étais un gars qui n'a jamais vendu plus que 1000 copies. Fait que j'étais super angoissé. Je me suis dit, si ça ne marche pas, ça va être le plus gros flop de l'histoire de la littérature au Québec. Et ce flop-là, il va porter mon nom. Ça fait que je vais être reconnu comme Brian Perrault, le flop. Ça va être ça.
Puis après 6 mois, il m'a téléphoné en me disant « Écoute, Brian, j'avais demandé d'écrire la suite. » Je dis « Ouais, mais là, je suis rentré sur la job, Michel. Tu sais, bon, tome 4. Ouais, mais il dit « J'ai besoin du tome 4, 5, tu sais. » Ouais, mais là, j'ai dit « Ouais, mais c'est parce que là, Noël arrive, les placements de Noël, puis je tombe en réimpression. Fait qu'il faudrait vraiment... » Là, j'ai dit « Hein? De quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu viens de dire? » Il dit « Les placements de Noël. » Je dis « Non, non, avant ça. » Il dit « Ça presse. » Je dis « Non, non, entre les deux. » Il dit « Je tombe en réimpression. » J'ai dit « Ah, voilà. » J'ai dit « C'est peut-être un mot, un terme du monde de l'édition que je ne connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, tomber en réimpression? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que tu sais quoi? Peux-tu me définir ça? » Il dit « Brian, ça veut dire réimprimer des livres. » Et là, je dis « Mais pourquoi tu vas en réimprimer? » Mais il dit « Parce qu'il n'y en a plus. » Et là, je me souviens avoir dit « Oh mon Dieu! L'entrepôt a passé au feu! » Il m'a dit « Non, ils ont tous vendus. » Et là, j'ai dit « Attends, on a vendu 40 000 livres en 6 mois? » Il dit « Oui, et ça ne fait que commencer. » Fait que là, c'est pour ça que j'ai besoin du tome 4, 5 et puis tout. Et le Moyen-Âge, ça venait d'Harry Potter, de toute cette vague? Non, c'est parce que la façon la plus facile de faire du fantastique, c'est d'aller vers le Moyen-Âge. Tu sais. Ouais. Fait que je me suis pas cassé la tête. Moi, j'étais un fan de mythologie. La mythologie, c'est quoi? Les contes, les légendes, les dieux, les créatures fantastiques, les grands héros. C'est ça. Ouais. Bon, ben, c'est clair. Et là, l'endroit le plus facile à le situer, c'est dans ce type de monde-là qui peut supporter facilement les dieux, les créatures fantastiques, les grands héros, les contes et les légendes. Tu sais, fait que pourquoi? Parce que c'est un monde... ça devient un monde onirique, on s'imagine des trucs. Parce qu'on voudrait... Tu sais, les gens me disent « Ah, aimerais-tu vivre au Moyen-Âge? » Pas en tout, ça me tente pas de... Tu sais, garocher ma crotte par la fenêtre, puis non, ça marche pas, tu sais, puis de vivre, puis de pogner à la peste noire. Non, ben non. Tu sais, t'as vraiment pas envie de ça dans la vie. Donc le Moyen-Âge, c'est une autre façon d'arriver au fantastique qui est la plus facile puis la plus accessible. Fait que je me suis pas trop cassé la tête. La peur, l'horreur dans le conte. C'est l'essence même du conte. Moi, je ne le sais pas, mais tu sais, une nécromancienne ou Hansel et Gretel, le père et la mère qui part, qui s'en va perdre ses enfants dans le bois parce qu'ils vont se faire manger par des animaux sauvages. C'est ça qu'ils font, c'est ça que fait Hansel dans le conte Hansel et Gretel. Fait que c'est-tu violent, ça? Ouais. Fait qu'à un moment donné, la violence, vous lirez Bruno Bettelheim, La psychanalyse des contes de fées. On comprend 2-3 trucs là-dedans. Donc, est-ce que la peur fait... Oui, oui. Dans le tome 4, par exemple, j'ai une sorcière qui... Baba Yaga, c'est une sorcière russe connue. La mienne s'appelle Baba Gaïa. On voit que je ne me suis pas cassé la tête là non plus. Et elle se promène dans le bois, puis elle donne à manger aux oiseaux. Mais elle les empoisonne, puis ça tombe partout. J'ai des parents qui m'ont écrit « Oui, mais c'est horrible. » Je dis « Oui, mais... » Je ne sais pas, moi, mais avez-vous regardé les nouvelles? Je ne sais pas dans quel monde vous pensez que votre enfant vit, mais si empoisonner des oiseaux par pure méchanceté, ça équivaut au monde réel à un gars qui se met une bombe et qui se fait sauter puis dans un village. Tu sais, à un moment donné, il y a le monde réel. Et le monde réel est toujours pire que la violence que moi, je propose dans mes livres. Alors, c'est une façon de préparer les enfants à leur avenir? Le conte, la légende et ces histoires-là, c'est une façon de, justement, confronter la peur, l'angoisse, la haine, et faire en sorte que ces choses-là soient à l'intérieur de toi, t'habites, pour que quand elles arrivent véritablement, c'est comme un vaccin. Le vaccin, c'est tu te munis d'anticorps, puis quand le virus arrive, ils se disent « Ah, c'est ça! » Fait qu'ils savent comment agir. Qu'est-ce que vous en avez tiré sur l'instruction au Québec? L'instruction des enfants? Aristote disait dans le temps que la génération qui le suivait était inculte. Puis c'est Aristote qui disait ça pour la génération qui l'a suivi. Et il y a une tendance générationnelle à regarder de haut les autres et à dire ouais, ils sont pas bons, ils sont machins, alors qu'ils deviennent autre chose. Moi, j'ai rencontré des jeunes, puis j'en rencontre toujours dans les salons du livre, des jeunes fantastiques, intelligents, motivés. Est-ce qu'il y en a qui sont tout croche? Ben oui.
Mais tu regardes leurs parents, puis tu vois d'où ça vient. Je ne vais pas être méchant, mais... Non, mais c'est ça. Moi, j'enseignais, mettons, j'étais au secondaire, là. Le jeune ne fait pas ses devoirs, il est tout croche, il écoute pas, c'est n'importe quoi. Puis là, tu essaies d'y inculquer de quoi, puis là, tu dis, voyons non, qu'est-ce qui marche pas? Puis là, il y a une rencontre de parents. Puis là, il s'assoit devant toi, tu fais, OK, c'est là que ça marche pas. Parce que le philosophe Mike Ward disait, et j'ai retenu ça d'un de ses monologues, ça prend un permis pour aller à la pêche, mais n'importe quel moron peut avoir des enfants. Ben, je suis obligé de dire que ceci fait du sens. Vous avez réussi le tour de force de faire lire les petits garçons au Québec. Et certains des instituteurs disent même que vos livres sont comme des sacs de chips pour eux. Comment je peux vous dire? Souvent les gens me disent, est-ce qu'il y a une recette pour ça? D'un, s'il y avait une recette, je ne la donnerais pas, je la garderais pour moi. Je pense que les histoires, par le fait que j'ai fait des études, quand je vous dis j'ai étudié l'ethnolittérature, c'est ça, mais ça m'a permis d'étudier l'anthropologie de l'imaginaire aussi. Comment l'imaginaire fonctionne, c'est quoi les grands modèles, ça. Et quand tu mets ça dans une œuvre ou dans tes livres, ça parle. Fait que les jeunes d'ici, c'est le fun, ça marche. Mais je suis allé faire des salons du livre au Portugal. Ouais. Savez-vous quoi? Ça marche. C'est des jeunes Portugais, puis ils me parlent, ils me disent les mêmes affaires, puis ils me donnent les mêmes questions, puis ça marche. Je suis allé au Japon, ça marche. J'ai rien d'un japonais. Mais le plus gros succès d'Amos d'Aragon, à part la francophonie, c'est le Japon. Pourquoi? Ça marche. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans la tête d'un Japonais, ou ce qu'il y a dans la tête d'un Québécois, ou ce qu'il y a dans la tête d'un gars qui vit à Brazzaville ou n'importe où, c'est la même chose. T'sais. Puis il y a des symboles qui continuent, puis qui sont là tout le temps. Puis je vais vous en donner un en exemple. Il y a des lutins partout. Non, mais vraiment partout. Au Québec, il est petit, il y a le corps fait comme une poire. Il y a des pattes de grenouille, il y a un œil d'alfron qui allume la nuit pour savoir où il s'en va. Il adore les chevaux. Bon. Mais en Irlande, petit, les cheveux roux, la barbe rousse, chapeau de forme, trèfle à 4 feuilles, habillé en vert, vous en pognez un et vous donne son pot d'or qui est généralement situé en dessous d'un arc-en-ciel. Merci, il y a de la culture ici. Vous vous rendez dans les pays scandinaves. Il est encore plus petit, il a un chapeau pointu, il a une grosse barbe, c'est un protecteur de la nature. Ça s'appelle un gnome. Il y a des trolls aussi. Ouais. Ça s'appelle un gnome. Un genre de nain de jardin. Ouais. Bretagne, vous allez en Bretagne, au nord de Bretagne, tout fait en roche, puis ils vivent dans des trous de lapin. Un corrigan. Peut-être entendu parler de ça. Puis dans tous les peuples et dans toutes les cultures, il y a des lutins partout. Ça veut-tu dire que les lutins existent? Ben non. Fait que pourquoi qu'il y en a partout et ils sont tous différents? Comment ça se fait? C'est un grand principe humain qui s'appelle la gulliverisation. Tous les êtres humains de toutes les nations, de tous les peuples, prennent leur peur, leur angoisse, les réduisent dans une toute petite créature facilement contrôlable. Cette créature-là est, comme l'être humain, différente dans son look extérieur selon la culture, mais elle occupe toujours la même fonction. Donc, gulliverisation. Alors, l'ensemble de ces principes-là existent sur toutes les créatures fantastiques qui sont une représentation de nos angoisses, nos peurs, notre crainte, notre façon de voir le monde et qui expliquent aussi, quand on en parle, notre rapport au monde, à l'autre, puis à quelque part à l'univers aussi. Vous expliquez aussi notre monde contemporain. Par exemple, vous comparez certains de vos monstres au capitalisme, à notre façon à notre pas de mes monstres, des monstres qui sont là. Ouais. Tu sais, il y a eu une super phase vampire. Avez-vous pogné ça, là? Hein? Il y avait des vampires partout, machin. C'est quoi un vampire? C'est le symbole même de ce qu'est le capitalisme et de ce qui est notre époque. La jeunesse éternelle. Toujours être beau, jeune, séduisant. C'est ça qui est ça. Et le capitalisme, c'est quoi? Ça prend chez les autres l'essence vitale, puis ça la draine pour soi, pour son propre bénéfice, sans penser aux dommages que ça fait aux autres. Puis en même temps, c'est réservé, les vampires, c'est pas une communauté,
C'est un groupe de personnes choisies entre eux qui exercent ces fonctions-là et qui exercent leur domination sur les autres en leur prenant leur vitalité. Il est venu quoi après les vampires? Les zombies. C'est quoi les zombies? C'est les gens qui s'en vont occuper les places publiques, qui ont été touchés, malmenés, blessés par les capitalismes et qui vont envahir les places à New York, à Vancouver, à tout ça, et qui reviennent et qu'on ne veut pas voir. C'est les monstres que le capitalisme a créés. Les gens. Et là, on essaie des enlever, les gilets jaunes en France. Et c'est ceux qui reviennent nous hanter pour hanter une certaine élite. Fait que tout ce qui est courant de créatures fantastiques s'explique dans notre pratique parce que c'est nous qui créons ces êtres-là pour parler de nous, de ce que nous sommes, mais de façon métaphorique. En 3 ans, vous avez écrit 3000 pages, 12 volumes d'Amos, à peu près. De 2002 à 2006-2007, à peu près, ouais. C'est un travail titanesque. Mais en plus de faire ça, je faisais 250 conférences dans les écoles, à peu près par année. Je faisais tous les salons du livre au Québec, les salons du livre parfois également en Ontario francophone, au Nouveau-Brunswick aussi, plus les rencontres internationales quand c'est arrivé. J'ai eu de la job pas mal. Tellement, tu sais, des fois que j'entrais à la maison, puis ma blonde me disait « Oh, Monsieur Perrault, vous habitez ici? » Parce qu'on vous voit souvent à la télévision, mais pas ici. Ah, d'accord. Mais ceci dit, ça a été un moment, je pense, où il fallait donner l'impulsion. Il fallait tout mettre là-dedans. Il fallait se donner entièrement, travailler. Puis tu sais, je faisais du 7 sur 7, moi, ça, sans problème. C'était vraiment c'était quelque chose de très enivrant. Puis en même temps, de complètement inhumain à longue portée, tu sais. Puis je ne veux pas dire que j'ai viré fou puis tout ça, mais j'avais plus d'espace mental, tu sais, pour rien. Puis ça m'a fallu un long moment pour décanter. Pour récupérer un peu de cet espace mental-là dont j'avais besoin. C'est comme ça qu'on vend 2 millions de livres, ou à peu près. C'est comme ça qu'on... C'est ça, oui, c'est ça. Jusqu'en Chine, c'est quand même un bel exploit. Oui, puis la Chine, c'est pas longtemps. Ça fait 2 ans que les droits ont été cédés en Chine. 1 an et demi que les livres sont sortis là-bas. Je suis d'ailleurs allé 3 fois l'an passé pour ça. Puis j'ai donné des conférences, c'était fantastique. En traduction, mettons, tu as 400 jeunes Chinois qui ne parlent que le chinois. Puis là, de quelqu'un qui est là. Puis là, je fais la conférence en anglais. Puis elle le traduit. Fait que là, tu sais, je fais ma conférence. Puis là, je fais une blague. Là, ça rit. Je fais « Oh yes! OK, ça a marché. All right, c'est cool. Là, OK, fait que là, je continue. J'en fais une autre. Silence. OK, yes, on enchaîne. Je sais pas où ça s'est perdu dans la traduction, où c'était vraiment pas drôle pour eux autres. C'est vrai, je sortais, j'avais chaud. En 95, il y a Horresco Référence. En 97, Louis Cyr, L'homme le plus fort du monde, Conte cornu, légende fourchue. Puis à partir de 2007, déboule une série de spectacles un peu à la Cirque du Soleil, avec le personnage d'Amos qui revient, comme Eclipse, Dragao, Fantastique, Phoenix. Est-ce que c'est aussi pour mettre en valeur Shawinigan que vous avez parti tous ces spectacles? J'ai eu la chance de pouvoir les faire là, à la Cité de l'Énergie. Puis de pouvoir y travailler un certain temps là. Il y avait un plateau fantastique, il y avait besoin d'un créateur, j'étais à côté. Puis ce que j'ai fait comme premier essai, là, ça a fonctionné. Fait que on a élaboré une tradition. Le spectacle a toujours été près de ma vie, il l'est encore très près. J'ai écrit une pièce là, pour Rémi-Pierre Paquin qui s'appelait Antarctique Solo, qui a joué, qui est parti en tournée, puis on regarde pour la France. Il y a La promesse de la mer que j'ai faite pour que Tammy Verge jouait sur l'aventure de Mylène Paquette qui traversait l'océan à la rame. Donc, tu sais, j'ai fait Moby Dick pour le TNM, qui est on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. OK, ouais, c'est ça. Donc, le théâtre, parce que pour moi,
ma formation, mon premier métier, c'est le théâtre. C'est ça Ma J'étais passion. un artisan de théâtre, moi, plus que de littérature ensuite. Et ce que j'aime vraiment, beaucoup plus que les livres et beaucoup plus que la littérature, c'est le théâtre, qui pour moi est l'art le plus fini que tu peux avoir lorsqu'il est bien fait. Pourquoi vous dites ça? Parce que l'art, c'est représenter la complexité sociale et émotive de l'homme. Et tu peux l'avoir dans un tableau d'un maître, de Picasso, de n'importe qui. Tu le regardes, tu fais « wow ». OK, mais là, il faut que tu décodes, il faut que tu comprennes le temps, le moment, il faut que tu... Bon. Tu peux l'avoir dans d'autres types d'art. Tu l'as partout dans d'autres types d'art, le cinéma, tout ça. Sauf que le théâtre, tu l'as présentement devant toi. Ça joue et c'est comme l'humanité, c'est vivant. Et à un moment donné, ça arrête de vivre. Et si tu n'as pas saisi le moment de le voir là, c'est terminé. Et ça nous rappelle qu'il faut saisir le moment, être là, au bon endroit, entendre, écouter. Puis c'est un moment privilégié dans le temps, dans l'espace, où l'homme parle à l'homme. Mais vous avez fait ça avec Mylène Paquette et Frédéric Dion. Frédéric Dion, hein? C'est parce que ce sont des héros pour vous? C'est parce que ça rejoint ce qui est... Oui, ce sont des héros, et ce sont des héros mythologiques, selon moi aussi. Ça rejoint la mythologie. Ça rejoint le dépassement de soi, puis ce qu'il appelle en mythologie l'élévation vers la lumière. Alors, il y a plusieurs symboles, là, je ne vous ferai pas le cours là-dessus, mais il y a plusieurs symboles, puis celui du grand héros, c'est celui de l'élévation vers la lumière. Alors, tu t'élèves vers le soleil, vers ce qui t'attire, vers ce qui est noble, ce qui est beau. Puis en même temps, ben, c'est d'essayer de comprendre à travers le théâtre pourquoi, parce que c'est tout à fait... Les premières fois, je parlais à Mylène Paquette, puis à Frédéric Dion, je disais... Mais c'est donc bien niaiseux, tu sais. Mais c'est donc bien niaiseux de vouloir traverser l'océan à rame. Non, mais qui ça y tente de faire ça ici? Tentes-tu de le faire? Non. Bon, OK. Fait que je ne suis pas tout seul à trouver ça niaiseux. Tu sais, OK, on va faire un beau voyage. On va traverser l'Antarctique d'un bord à l'autre en se faisant tracter sur des skis dans le vent. Vous tentes-tu, ça? Tentes-tu comme projet de vacances? 3 mois, là, à vous geler à moins 50, dans une tente. Ça n'a pas de sens. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi qu'on fait ça? Parce que ça n'a pas de sens. C'est surhumain. Alors, pourquoi qu'un être humain décide que c'est ça qu'il va faire de sa vie? Tu sais? Que c'est ça. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ce cheminement-là qui m'intéresse. C'est cette complexité sociale et émotive de l'homme. Tu sais, des cas de Frédéric Dion, il est parti, tu sais, puis à un moment donné, tu sais, dans la pièce, on le dit, puis s'il meurt, puis tu sais, puis il se rend compte que si jamais ça va mal, puis il est rapatrié, OK? Qu'on le ramène chez eux, dans sa famille, dans sa maison, il est ruiné. Parce qu'il y a des gens qui ont emprunté 300 000 puis hypothéquer sa maison pour faire ça, puis il ne pourra pas faire de conférences, vendre de livres, faire une vidéo, faire de la TV. Il ne pourra rien rembourser de ça. Fait que s'il est sauvé, toute sa famille y passe, puis ses 2 filles. Mais s'il meurt là, les assurances vont le ramener, son hypothèque est éclairée, tout. Fait que la question, à un moment qui se dit, je vaux plus cher mort que vivant. Alors, c'est évident que jamais je ne pèserai sur ma balise de secours. Je vais crever ici plutôt que de me faire rapatrier. Parce que me faire rapatrier a trop de conséquences négatives. C'est fort, ça, dans une pièce, de se rendre compte que ça. Mais pourquoi on fait ça? T'sais? Mais pourquoi on va là? Ben, c'est ça, c'est les questions qu'on se pose. En 2015, vous taillez un franc succès au TNM avec Moby Dick, Ouais. que vous écrivez avec Dominique Champagne. Ouais. Pourquoi cette aventure de Moby Dick? C'est encore un monstre, au fond, Moby Dick. Oui, c'est ça. Mais c'est le plus grand roman de l'histoire de la littérature mondiale, je pense, pour moi. Il y en a qui vont dire c'est Don Quichotte, puis on peut s'astiner longtemps. Là. Mais pour moi, c'est Moby Dick, parce que ça représente tout ce qui est... J'ai pris 5 ans à faire l'adaptation scénique. 5 ans. À adapter 600 pages en un texte de théâtre. Oui, mais en faisant des Avec voyages Dominique au a Japon. retravaillé ensuite comme metteur en scène. Mais pourquoi? Parce que c'est un texte qui nous enseigne la modestie comme être humain.
Puis là, puis ça en prend vraiment. Puis je vous donne un exemple. T'sais, Moby Dick, pendant 600 pages, le capitaine Ahab veut posséder la baleine, lui montrer, se venger, dire à Dieu, non, je vais contrôler ta création et je vais contrôler la nature et tu vas te soumettre à l'homme et à sa volonté et à son faire. Je vais te transpercer, te tuer, te faire saigner. Je vais 600 pages de rage, de haine. Puis là, il arrive à la fin, puis la baleine, elle sort, puis elle rentre dans le ventre, puis elle coule, puis c'est fini. C'est ça. Fukushima, centrale nucléaire, ville sur le bord de l'eau. Là, raz de marée arrive, 14 secondes. 14 secondes. Il n'y a plus de ville. C'est ça qu'on est. 14 secondes. C'est ça, Moby Dick. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas de taille. On n'est pas de taille contre l'ouragan. On n'est pas de taille contre l'inondation. On a beau faire ce qu'on veut. Quand la 13 est bloquée dans tempête de neige, c'est dans ton char que tu couches. C'est ça que ça veut dire, tu sais. Puis si tu n'es pas équipé, tu gèles dedans. Parce que le froid, tu ne le contrôles pas. Tu ne contrôles rien. Vous êtes beaucoup en Asie. Pourquoi l'Asie? Qu'est-ce que l'Asie trouve dans le grand Québécois que vous êtes? Moi, je pense que le 21e siècle est là. C'est plus aux États-Unis. Okay. C'est plus ici. C'est pas ici que ça se passe, c'est là-bas. Puis il faut avoir fait un tour à Shanghai, Beijing. Je suis allé à Xi'an. Je suis allé à Xinjiang. Je suis allé à Fuzhou. J'ai fait à Ningbo. J'ai fait plusieurs places. Et quand tu vois la construction, la taille, les défis majeurs de l'humanité sont là. Puis, après 2050, 2070, watch out, l'Inde, c'est là que ça va être. Puis, tu sais, on sent tout ça venir, on sent la balance. Il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a une grande ouverture à la culture. Et malgré l'emprise assez sérieuse du communisme en Chine, puis cette façon-là, ils demeurent ouverts à la culture, ouverts aux autres. Et je suis bien accueilli là parce que je propose des produits, je propose des choses, puis comme là, on essaye d'y produire le spectacle, puis j'ai des ententes là, puis j'essaye de travailler comme eux, c'est-à-dire tranquillement, une chose à la fois, jamais reculer. Puis j'ai beaucoup de respect pour cette culture-là parce que c'est une culture qui est millénaire, tu sais, la Chine. Puis pourquoi là? Ben, parce que là, ça s'ouvre là, puis c'est possible là. Et il y a un public là qui est fantastique et qui est friand d'autres choses que de l'opéra chinois. En 2011, vous devenez éditeur. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même? Parce que j'ai rencontré un homme dans ma vie qui avait à ce moment-là 93 ans, qui est encore vivant, qui a 101 ans, qui vit en Belgique, qui est Henri Verne, l'auteur des Bob Moran. On l'a tous lu, hein, Bob Moran? Ben, je rencontre Henri quand il avait 93 ans. Parce que j'ai joint le club Bob Moran, parce qu'un ami m'a donné un livre de Bob Moran, puis c'était marqué qu'on pouvait joindre le club. Fait que j'ai joint le club, et puis c'est tous des gars de 40 ans et plus qui sont là-dedans à cette heure. Puis je m'en vais en tournée de promotion en Belgique, en Angleterre et en France. Fait que j'ai écrit au club belge en disant « Je suis membre du club Bob Moran. Est-ce qu'Henri, quelque part, j'aimerais ça faire signer mon livre parce que je sais qu'il est âgé, puis il y avait eu 3 pontages coronariens, puis pati tata. » Fait que je me suis dit, tu sais, si je suis là, puis il est là, petite signature d'Henri Verne dans mon livre, je ne détesterais pas ça. Donc, et là, le président du club fait une recherche sur moi, il sait que je suis écrivain, j'ai fait une série, mes livres sont en Europe aussi. Il en parle à Henri, puis Henri fait « Ah ouais, bon, ben, qu'il vienne prendre un café. » Fait qu'on m'écrit, Henri aimerait vous recevoir, prendre un café. Et là, je fais une crise cardiaque par-dessus une autre. Puis, mais ça se peut, il y a 93 ans, ça se peut qu'on annule la veille. C'est parfait. Fait que là, je suis en Belgique. Puis là, il est 9h30 le soir, je suis en face de mon ordinateur, puis je fais refresh, tu sais, sur... Puis là, je fais, God, c'est demain, mais j'ai plus de nouvelles. Fait que d'après moi, c'est 9h45. Boum! Henri vous attend demain matin, en disant, voici l'adresse. Je fais,
wow! Fait que je suis arrivé là, puis wow, c'était un grand moment. Puis je me suis assis avec Henri, puis on a pris un café, puis on a parlé. Puis j'ai pensé plein de sujets, dont comment vous avez écrit 180 livres. Moi, j'ai écrit 12 Amos d'Aragon, puis j'étais fini. 180 Bob Moran. Puis en tout cas, 180 de lui, mais il y a eu d'autres. Puis on est arrivé, il est arrivé à me dire, oui, mais M. Perrault, Brian, c'est ça, Brian. Brian, il y a toujours des fans d'Amos d'Aragon. Je dis, oui, partout, dans le monde et tout ça. Mais il dit, vous devez continuer à écrire. Je dis, ah oui. Sur Amos d'Aragon, on n'écrit pas pour soi, M. Perrault, on écrit pour les autres. Vous devez à vos lecteurs d'autres livres. Je fais, OK, je n'avais pas vu ça de même. OK, oui. Ben oui. Puis là, je récupérais mes droits chez mon ancien éditeur. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Si vous pouvez faire les choses vous-même, faites-le, ça vous évitera les escrocs. J'ai dit, OK, parfait. Et en revenant, j'ai recommencé à écrire la trilogie du Sanctuaire des Braves, sur laquelle la série télé est basée. Fait que sans ça, il n'y a pas de série télé dans le... Fait que ça m'a... Puis je fondais ma maison d'édition. Ensuite, tout ça grâce à Henri. Vous avez publié un de vos livres qui sont les créatures fantastiques du Québec. Il y en a beaucoup des créatures fantastiques du Québec. Je me promenais dans le monde, moi, puis je voyais, en Irlande, ils ont toutes leurs créatures. Puis vous êtes belge, en Belgique, il y en a. Hey, les contes de Marcelin Lagarde dans les Ardennes, les macrales, puis les rochers où il y avait des sacrifices, puis le sang, il y en a. Les grottes de Remouchant, puis tout le truc. Puis il y a tout un univers là, mythologique. La Bretagne, watch out! Les Corrigans, l'Ankou, il y en a. J'étais allé à Prague, les fantômes de Prague. Il y a des livres, c'est fantômes. À tous les coins de rue, tu as des fantômes. Tout ça. Puis, au Québec, moi, j'avais un répertoire de contes puis de légendes incroyable, puis pas de répertoire. Rien. Je me suis dit, non, ça marche pas. C'est un manque, là. C'est un manque, tu sais. Fait que là, j'ai fait des recherches parce qu'avec la mémoire de maîtrise sur le loup-garou, je suis considéré comme chercheur. Fait que là, je suis allé aux archives de folklore de l'Université Laval, sortir des affaires, puis tout ça. Fait que j'ai fait un livre où il y a 50 créatures fantastiques au Québec qui existent, qui peuplent notre territoire, et après ça, un spécial sur le diable, en particulier, puis le lac des Fées aussi à Saint-Constant. Et fait que ça a été mon travail sur la mythologie du Québec parce que quand, mettons, il y a une histoire qui s'appelle le cochon bleu du Saguenay. Bon, rien de politique là-dedans. Non, mais il y a des esprits qui pourraient... Fait que là, moi, je trouve 2 histoires sur le cochon bleu du Saguenay, mais il n'y a plus de tradition orale. Ça n'existe plus, ça. Tu sais, se raconter des histoires au coin du feu, ça ne marche plus, ça. Ça n'en fait plus ça. Alors, ça veut dire que le cochon bleu du Saguenay vit dans 2 tiroirs aux archives de folklore, puis il est là. Puis ça, c'est la mémoire collective qu'on a, est rendue là. Fait que quand je prends ces 2 histoires-là, puis je les réactualise, puis je fais un livre, puis on en vend 35 puis 40 000 copies, comme ça a été le cas avec les créatures fantastiques, puis ça se retrouve dans les bibliothèques, dans les mains des enfants, dans les mains des parents, puis que les scouts le prennent. Les scouts le prennent, puis ils lisent des histoires là-dessus. Puis que hein, ça veut dire que quand il parle du cochon bleu du Saguenay, il est fini, je viens de le sauver. Je suis la Brigitte Bardot de la créature fantastique. Il y a des loups-garous au Québec? Oui. Ah oui? Hein? Dans quel coin? Ah non, mais OK, là, vous me dites... Là, tu sais, je veux dire, vous avez un sourire, vous dites, « Ah oui, le loup-garou, cet homme qui se transforme en loup. » Mais non, le loup-garou, c'est pas ça. Ça, c'est la figure mythologique. Le loup-garou, c'est la personne qui attend les bonnes conditions pour se transformer en monstre. Nous avons tous ça à l'intérieur de nous, c'est-à-dire, quand les bonnes conditions arrivent, on peut facilement se transformer en cette créature. Ça, bon, par exemple, tu sais, on a eu des histoires de gens fins, gentils, machin, doux,
qui, à un moment donné, sont sur le pont à Montréal, veulent traverser, quelqu'un klaxonne en arrière, sont plus capables parce que toutes les conditions sont là. Mettons, le gars veut voir, tu sais, 7e match, les Browns contre le Canadien, puis il est pogné sur le bord du pont parce que t'as des écologistes qui sont montés en haut, vous savez quoi? Puis là, ça bloque tout le monde. Puis lui, ben, il a fait sa semaine, puis ça donne que ben, financièrement, il est plus incertain parce qu'il a acheté une maison à Boucherville, puis il a payé trop cher, puis il le savait. Mais ses enfants, ils vont à l'école là, puis ses enfants grandissent, puis sa femme va perdre sa job, puis lui, il est écœuré de la sienne parce qu'il est obligé de travailler à Montréal, puis qu'il fait... Avant, c'était une demi-heure traverser le pont, mais là, avec la construction, c'est 1 heure et demie aller sur la job. Fait que là, il y a toutes les bonnes conditions de stress, tout ça. Fait que là, il y a un gars qui klaxonne en arrière, qui se dit, ça va aller plus vite si je klaxonne, le débile. Fait que, il sort de son auto, puis il s'en va en arrière, puis il met son poing sur la gueule. Bon, ça, c'est le loup-garou. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain atteint les bonnes conditions pour réagir de façon territoriale et animale à son environnement et oublier 2000 ans de tradition, de catholicisme, de contrôle social, de loi, de morale, de ma mère m'a toujours dit qu'il ne fallait pas faire ça, et je l'oublie d'un coup pour redevenir animal. Tout ça disparaît au profit de la bête. Ça, c'est drôle, vous riez. Mais quand un gars pogne une arme, puis rentre dans une école, puis tue des enfants, c'est ça, la bête. C'est ça, le loup-garou qui crée l'horreur. Nous qui sommes des Magogouas, nous avons entendu parler de la saga des épisodes, des 13 épisodes d'Amos d'Aragon en dessin animé par Icework Animation. Voulez-vous nous raconter cette saga? Non. Comment tout ça a parti? Alors, Sylvain Viault. J'étais ma première job à l'école secondaire Val-Mauricie, à Chambly-Sud, au socioculturel. Sylvain Viault faisait des vidéos de finissants dans le temps. C'était l'album de finissants, puis il faisait des vidéos ensuite avec il laissait la cassette. Là, tu peux regarder. Aujourd'hui, ceux qui ont acheté les vidéos, ils ne peuvent plus revoir ça a changé. Mais bon, fait il faisait des vidéos de finissants. On s'est rencontrés là. Puis, on s'est bien entendu, puis on est devenus des amis. Puis son père avait des pigeons voyageurs. Puis j'ai fait « Ah ouais? » Puis j'étais à Montréal-Nord chez lui. Puis son père m'a donné mes premiers pigeons voyageurs. Parce que moi, j'étais un colombophile. J'adorais aussi les pigeons voyageurs et puis tout ça. Fait qu'on a nourri une relation, le fun, puis on a travaillé des projets ensemble, puis tout ça. Puis au moment où on s'est perdu de vue. Puis je suis au Salon du Livre de Montréal, à un moment donné, puis le succès de la Amos d'Aragon, ça roule. Puis en arrière de l'étage, Sylvain Viault qui est là, qui fait... Je fais « Oh, Sylvain, hey, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? » Je fais de l'animation, je fais tel truc. On a fait Totally Spies. J'ai travaillé pour pour Groupe TVA. Ah oui, on va se prendre un café? Oui, on prend un café, on jase. J'ai dit là, justement, Spectra Animation a essayé de faire la série Amos d'Aragon. Ils n'ont jamais trouvé le financement. Tout ça. Ah, il dit, on pourrait reprendre ça et essayer de faire ça. Je dis, quelle bonne idée, let's go. C'est ça. La croix puis la bannière. Ça a été tough, ça a été dur. Ça l'est encore pour Sylvain. Ça l'est encore pour ses équipes. Ça travaille. Là, puis ils sont venus s'installer ici à Magog. Puis là, on a financé 13 épisodes. Puis là, j'étais ici la semaine passée pour à votre cinéma pour une présentation devant des jeunes, là, un test, comment on appelle ça, un public test, là, en tout cas. Bon. Ouais. Il y a un nom anglais là-dessus, je ne me rappelle plus. Et puis, Focus Group, merci. Merci énormément. Parce que là, je parlais, puis là, je le cherchais, puis il a fallu que j'aille sur Internet. Donc, il y a 13 épisodes de fait. Et là, il y a 13 épisodes de fait, mais il y en aura d'autres. Fait que ça... Qui s'en viennent. Bon, je ne vais pas parler à travers mon chapeau. Je vais laisser à Sylvain le plaisir de dire ce qu'il y en est, mais on a réussi à avoir un peu d'air, là. Puis, en tout cas, ça va être cohérent parce qu'il y a déjà 17 pays d'intéressés. Ben oui, c'est Radio-Canada qui vend à l'international. Il y a 17 pays d'intéressés. Pour moi, c'est un gros développement. Pourquoi? Parce que mes livres sont déjà dans 24 langues, dans 27 pays. Mais les droits dans plusieurs pays sont tombés. Ça veut dire que quoi? Un contrat de droit, c'est 5, 7, 10 ans.
Puis après ça, il n'y a plus de droit à l'éditeur. Il ne touche plus à ça. Fait que, OK, ils sont là. Mais là, si on revend, par exemple, la série télé en Italie, ben, c'était une occasion fantastique de revendre les droits de 15 livres à un éditeur italien et de recommencer cette mécanique-là. Fait que pour moi, c'est une façon fantastique de relancer la série à travers le monde. Depuis 3 ans, vous êtes directeur général de Culture Shawinigan. Pourquoi avoir accepté, en plus de tout ça, ce job-là? Puis à 47 ans, la série télé, tu sais, on est dans une espèce de marasme. Ça va pas bien. Tu sais, je me dis, ça se fera jamais. Tu sais, fait qu'on... Bon, ça fait des années qu'on travaille là-dessus, puis... Fait que je suis arrivé au bout de la course, tu sais. Puis chez nous, puis je me lève le matin, puis c'est correct. Mais tu sais, moi, ma vie, c'est d'écrire, j'ai plus envie. J'ai des petits projets comme tels, tu sais, mais rien de nourrisseur, rien de moteur, tu sais, rien de... Puis là, je vais donner une conférence pour Culture Mauricie. Puis je sors de la conférence, puis un journaliste, François Hood, qui me dit « Hey, le directeur général de Culture Shawinigan part. Tu devrais prendre ça, toi. » Je dis « Non. Non, vraiment pas. » Mais je te vois là. Je dis « François, arrête. Non, ça me tente pas. » Et là, je me promène en ville, tu sais, puis je suis connu chez nous, là, bien sûr. Je vais à l'épicerie. « Hey, M. Perrault, job à Culture, vous devriez prendre ça. » Non, je fais non. Je fais non. Fait que je vais, puis c'est à la 5e rue chez nous, tu sais, je vais prendre un café. Hey, Culture, prendre ça. Je dis non. Puis l'ancienne directrice générale, j'ai une librairie, on reçoit Marie Laberge. Marie fait sa conférence. Puis après ça, je jase avec Marie Laberge. Puis l'ancienne la directrice qui quitte, qui s'en va, vient me voir, puis elle dit « Mon Dieu, c'est quoi la rumeur? Apparemment que c'est toi qui me remplaces. » Si vous voulez quelqu'un pour monter des projets, puis vraiment mener Culture Shawinigan. La culture, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste des spectacles. C'est tout ce qui fait que la culture est importante dans une ville, que ses citoyens sont attachés. C'est de la fierté. Bon, tu sais, et ça me plairait de gérer ceci. Et on m'a engagé, et c'est ça que je fais depuis 4 ans et demi, avec un très grand bonheur. Pourquoi? Parce que moi, j'étais obligé, tu sais, j'ai comme 19 employés stables, là, je veux dire, permanents. Puis une 40, tu sais, ça roule sur 40, 45 autres, tu sais. Bon. Fait que c'est une grosse machine. Puis j'ai trouvé là, puis là, on a monté là une équipe fantastique. Je ne travaille plus seul, je travaille en collégialité sur des projets. Je mène des choses avec d'autres êtres humains et j'ai le sentiment d'un accomplissement plus grand parce qu'on travaille en groupe, on est motivé, on mène des projets qui sont le fun pour Shawinigan, on a tous le même intérêt. Puis, à quelque part, moi qui travaillais tout seul, puis je voyais du monde des salons du livre pendant tant d'années, ça fait tellement du bien de voir du monde, puis de travailler avec des gens intelligents, puis de les côtoyer tous les jours. Tu sais, j'adore l'équipe dans laquelle je suis. Puis heureusement, ben, tu sais, ils ne me détestent pas trop non plus, fait que c'est assez réciproque. Fait qu'on a une super entente et ça a transformé véritablement ma vie de tous les jours. Et mon contrat était de 5 ans, puis ils m'ont dit, là, Brian, tu fais ça. J'ai dit, regarde, on redonnait un coup de roue parce qu'il y a des gros projets, des gros défis à mener à Shawinigan, puis j'ai envie de les mener. Fait que je fais tout ça, puis en même temps, je fais ça. Puis, mais comme je vous dis, ma fille s'occupe de telle affaire, puis je délègue à du monde. Fait que j'emmène beaucoup. Puis en même temps, ben, j'ai des gens qui sont dans des postes clés aussi autour de moi, qui m'aident à mener correctement mes affaires. Tu sais, la série télé, c'est Sylvain Villot qui amène, c'est pas moi. Là, j'ai fait les synopsis, bon, ça va, mais... Donc, c'est ça. Moi, je suis un gars heureux dans la vie. Franchement heureux. Ça se voit. Ouais, je suis... tu sais, il y a des artistes qui sont torturés et qui... Moi, non, je ne suis pas torturé. Vraiment pas pantoute. J'ai vraiment du fun, puis vraiment, dans toutes les sphères de ma vie, puis travailler, puis revenir à la maison, puis j'ai du fun dans tout ce que je fais. Faire mon bois, écouter des téléséries. J'ai une cabane à sucre, je fais du sucre d'érable. Tu sais, j'ai du fun partout. Je viens de m'acheter un skidoo. Là. Hyper actif. Yes. On va me promener en skidoo cet hiver. Pour mon terrain, pour la cabane, en tout cas. C'est pas de vos affaires. Je vous veux... Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.